Bonjour à tous, merci d'être ici. On est un peu en retard, donc on va y aller. Donc, depuis quelques années, mes amis et moi, nous passons les hivers entiers sur la banquise et les printemps à vivre dans ces grands paysages blancs. Cela nous permet de documenter la beauté de l'Arctique, mais aussi la fragilité de ces paysages. Ici, on a un ensemble d'images qui nous permet de voir les paysages dans lesquels nous travaillons, évoluons et vivons au quotidien pendant des mois durant. Dans cette région du monde, les couleurs en hiver, les lumières, pardon, peignent des couleurs artistiques sur une toile blanche. Les nuances de bleu, rouge, rose, orange rendent l'endroit absolument irréel. Ici, on est fin février, le soleil revient tout juste de se lever après des mois d'obscurité. Il fait froid et le coucher de soleil est comme éternel. Dans cette région, du coup, on va passer de la nuit complète au jour complet en seulement à peu près 6 semaines. Alors face à une telle beauté, il serait facile d'oublier à quel point l'Arctique est une région difficile dans laquelle nous travaillons. Non seulement on est isolé, mais en plus de ça, on travaille sur une plateforme qui est en perpétuel changement. La banquise, elle va craquer, se morceler et bouger sous la pression des glaciers, des courants et des tempêtes. Alors, cette mer qui gèle, qui regèle, cette glace qui bouge, ça amène un terrain de jeu artistique sans fin. Je dis souvent d'ailleurs que la banquise est un musée d'art à ciel ouvert, avec tous les jours des nouvelles œuvres d'art. Donc imaginez maintenant sur cette toile artistique et la glace, vous ajoutez un animal majestueux. C'est absolument fascinant. Je me souviens de ce mâle qu'on avait rencontré un jour de printemps, au mois d'avril. Il suivait les traces d'une femelle. Comme ça, pendant plusieurs jours, il va sentir les odeurs de la femelle sans même jamais la voir. Il était gros, il était beau, il était pur, et il était déterminé dans sa quête. Lorsqu'il s'est approché un peu plus près de nous, pour nous sentir, curieux de qui nous étions, dans un silence parfait, pas comme ici, on pouvait l'entendre respirer. Dans la beauté et la puissance du moment, j'ai eu des frissons dans tout le corps. Et puis éventuellement, un peu plus tard, quelques jours plus tard, il trouva la femelle. À partir d'aujourd'hui, ils vont parcourir la glace ensemble, mais le mâle va garder sa distance. Il va copier tous les mouvements de la femelle. Autrement, s'il se rapproche trop vite, la femelle risque de le repousser. Et donc, au bout de quelques jours ou quelques semaines, éventuellement, ça dépend de chaque ours, la femelle va le laisser rentrer dans sa zone intime. Elle va l'accepter, elle va décider que c'est le bon mâle. Et là, ils vont commencer à se faire des câlins, à se rouler sur la neige, sur la glace, pardon. Et ils vont même jouer ensemble. Cette nuit-là, où ils se sont mis debout sur leurs pattes arrière pour se pousser sur cette banquise fraîche, c'était complètement incroyable. Ils ont même fait du patin à glace. Vous pouvez l'imaginer ça? Ils verrouillaient leurs pattes avant en les tendant et avec la patte arrière, ils poussaient sur la glace pour glisser ensemble sous le soleil de minuit. Incroyable. Et puis quand la danse était finie, après qu'ils se soient accouplés, ils se sont endormis ensemble sur un lit blanc. Témoin d'une telle douceur et d'une telle beauté universelle, nul ne peut rester insensible. Alors, des larmes me sont venues aux yeux. Évidemment, elles ont gelé. Mais l'Arctique, ce n'est pas que les ours polaires. Il y a tout un tas d'animaux, notamment des morses comme ici, des baleines, des belugas, des narvals. Il y a aussi les rennes du Svalbard, une espèce endémique qui a grandi différemment des autres rennes. Il y a aussi des lagopèdes et tout un tas d'autres oiseaux, notamment principalement des oiseaux marins. Et puis surtout, il y a ce petit animal qui suit les traces des grands prédateurs, le renard polaire. Discret, futile et surtout très opportuniste. Comme ici, où un renard polaire mangeait sur une carcasse de renne laissée par un ours polaire.
Alors, comme on le voit entre cette photo et celle d'avant, il y a deux types de renards polaires. Il y a ce qu'on appelle le renard polaire blanc, qui lui va changer de pelage en été et devenir un peu plus grisâtre. Et puis, il y a le renard polaire dit bleu ou encore argenté, comme celui que vous en avez vu avant. Et en fait, il est plutôt marron. Lui ne va pas changer de pelage. Sur la banquise, on passe notre temps à grimper les icebergs. Cela nous permet de prendre de la hauteur afin de chercher et chercher encore. Parce qu'en fait, le plus gros du travail, c'est d'être dans les jumelles et pendant des mois de chercher les animaux. Et puis une fois qu'on a trouvé les animaux, on passe notre temps à les observer. Au final, le temps de photographie sur la glace représente peut-être 0,01% de mon travail. Et puis, une fois qu'on a cherché, depuis un point de vue, on continue, on se déplace avec le matériel, les motoneiges, d'iceberg en iceberg. On grimpe de nouveaux icebergs, on scrute, on cherche, encore et encore. Et quand on croit que c'est fini, on cherche encore. La routine, les tâches quotidiennes, dans un environnement comme celui-ci qui n'a rien de réconfortant, rassure. Chaque moment que l'on vit avec les animaux, c'est un cadeau que la nature nous offre. C'est souvent un moment éphémère. Ça dure quelques heures, le lever de soleil, des ours sur la banquise qui est correcte, et puis tout disparaît, tout redevient silence. Afin de vivre sur la glace pendant des mois entiers, mes amis et moi avons mis au point ces petites boîtes dans lesquelles nous vivons, les pods. Les pods nous permettent d'être autonomes, d'avoir de la chaleur, de la sécurité. C'est plus qu'un choix logistique au final, c'est une immersion complète en nature. Parce que dans un tel endroit, notre paysage intérieur, l'esprit, le cœur, se confond au paysage extérieur, la nature. Évidemment, parfois nous sommes confrontés à des climats extrêmes. Je me souviens d'un hiver, nous étions en altitude sur les glaciers, une tempête violente s'est abattue sur nous, et la température ressentie a chuté à moins 80 degrés pendant plus de 18 heures. Ce jour-là, j'ai réalisé que l'enfer n'était pas un endroit chaud sur Terre, mais un endroit froid. Et donc, c'est la photo en bas à droite, après la tempête. Face à de telles conditions, parfois difficiles à appréhender, on ne peut être que admiratif et contemplatif de ces animaux qui survivent dans ces conditions extrêmes. Les observer nous rend humbles. Le temps qu'on passe sur la banquise nous permet de prendre part à des projets d'ampleur plus grande, comme Terre de glace 2 pour BBC, ou encore Ours polaire pour Disney Nature, et d'autres sur Arte ou des projets personnels à venir. Évidemment, pour faire tout ça, je ne parle plus d'une passion, mais d'une obsession polaire. À ce niveau-là, j'ai besoin, c'est vital, j'ai besoin d'être sur la glace. Tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu toute une quête, un cheminement, un besoin de me reconnecter à la nature. Car au final, dans nos sociétés quotidiennes, on vit assez loin de la nature. Et on grandit déconnecté de cette nature. Et pour moi, cette quête, elle a commencé quelque part quand j'avais 10 ans et mes parents m'ont amené ici, en Laponie. Il faisait moins 40 et vous l'aurez imaginé, j'ai complètement adoré l'expérience. Je faisais souvent référence à cette période comme étant la graine qui m'a donné l'envie de faire tout ça, mais j'ai réalisé avec les années que c'était pas vrai, parce qu'en fait, on a tous cette graine au fond de nous, ce besoin d'être en nature. Alors peut-être que ça a été en tout cas l'élément déclencheur. Sur la banquise, il n'y a pas que nous qui sommes soumis à des conditions extrêmes. Il y a évidemment le matériel, les motoneiges, mais aussi les caméras. Alors, ici, ne vous fiez pas à mes mains, j'ai jamais de gants, mais il fait relativement froid avec le vent. Et puis ici, un autre matin qui paraît clément, mais au final, avec ce grand ciel bleu dégagé très tôt le matin, il doit être 4 heures du matin ici, parce qu'au mois de février, le soleil se lève de plus en plus tôt. On est sur la banquise et il fait donc très froid. Alors, c'est pas évident à voir sur ce genre d'image lorsqu'il n'y a pas de vent. Les boîtiers qu'on utilise, les N9 notamment, vont passer l'hiver dans ces boîtes qu'on voit sur la selle de la motoneige accrochées par des sangles bleues. Et donc dans ces pellicases, il y a de la mousse dans lesquelles on va garder tout l'équipement pendant tout l'hiver. Et c'est impressionnant parce que ça reste dehors et ça bouge pas, ça fonctionne. Et même les batteries au final du Zen 9, on va voir après qu'on les rentre pas vraiment. Ici, on a l'intérieur du pod dans lequel on vit, c'est une petite capsule du coup
2 mètres de long par 1,20 m de large. On a de quoi faire de l'eau dans le conteneur à droite, on met de la neige à fond. Une batterie sous le bras de mon ami qui est cachée, rechargée par des panneaux solaires ou par un générateur en hiver quand il fait froid, et un système de chauffage qui est derrière au fond sur le mur. Et donc dans ces boîtes qui sont chaudes, dans les pods, on va y rentrer seulement ce qu'on appelle les batteries externes, les V-Lock batteries, qu'on voit ici posées à l'arrière du boîtier Zen 9. Et donc cette batterie va permettre d'alimenter l'écran et le Zen 9. Ainsi, en fait, j'ai pas besoin de toucher aux batteries du Zen 9 du tout. Donc elles restent aussi dehors, et je peux vous dire que ça bouge pas. C'est pareil avec le D5, D4, D6, ce sont des batteries incroyables. Alors ici, on voit donc le Zen 9 équipé pour faire de la vidéo, puisque l'avantage des caméras mirrorless hybrides, c'est que ça nous permet du coup de passer de vidéo à photo assez facilement. Et donc, pourquoi le choix de l'objectif que j'avais avant, qui est un 180-600, et pourquoi pas un objectif qui est gros, qui est fixe, avec une grosse ouverture? Et ben, tout simplement pour optimiser l'utilisation vidéo, avoir un zoom me permet de passer d'un plan serré à un plan large en restant au même endroit. Parce que vous imaginez, quand on est près des animaux comme ça, on peut pas bouger beaucoup. Donc là, ça nous permet de faire une valeur de plan différente et de pouvoir faire ensuite des montages en vidéo. Très important. Donc là, par exemple, vous allez voir un peu de vidéos qui ont été filmées au Z9, au Z7 aussi dans le passé. Alors comme je vous le disais, on voit vraiment les lumières qui sont... c'est infini en fait, hein. On travaille vraiment avec ces lumières en permanence. Et après, au printemps, quand le soleil se couche plus, nous, on travaille la nuit pour pouvoir avoir justement les lumières. On travaille de 6h du soir à 8h du matin. Et là, on voit bien le côté argenté du renard polaire, dit bleu, qui mange sur des restes de rennes. Donc là, en vidéo, on voit bien l'utilité d'avoir des plans qu'on peut monter ensemble avec des plans serrés, des plans plus larges, d'où l'utilité d'avoir un zoom plutôt qu'un objectif fixe. Avec le temps qu'on passe sur la banquise, à documenter les ours principalement, cela m'a permis de passer du temps avec les autres animaux. J'ai développé énormément de respect pour ce petit renard polaire qui au final n'est pas très grand, hein, et traverse des grandes étendues en permanence. Il est toujours un peu en mouvement, à courir. Il parcourt vraiment des distances incroyables, et l'hiver, il n'a pas beaucoup accès à la nourriture, donc il va suivre les carcasses comme on le voyait. Et donc un jour, par un peu contre toute attente, pardon. C'était d'ailleurs en avril l'année dernière. On a filmé quelque chose de complètement inattendu. Et ça, grâce à la nouvelle technologie Nikon qu'il y a sur les boîtiers Z8 et Z9. Je vous explique.
Alors qu'on était sur la glace avec un ours polaire, un mâle, en pleine journée, une journée un peu blanche comme on le voit sur l'image. Après avoir fini de travailler avec cet ours, là, on décide de le laisser tranquille et de partir. Sur le chemin retour, le temps se lève et on tombe sur 2 animaux, parce qu'on avait un peu de visibilité du coup, qu'on n'avait pas du tout anticipé. On tombe sur une maman phoque et son bébé qui venait de naître. On voit qu'il y a encore des taches de sang sur la glace et sur sa fourrure un petit peu, parce qu'il venait de naître. Donc il était vraiment fraîchement né. Ici, on voit sur ces images, il était plein de joie, plein d'énergie et surtout très, très, très mignon. J'arrivais pas à décider s'ils sont plus mignons que les bébés ours polaires ou si les bébés ours polaires sont plus mignons que les phoques. Et donc on passe l'après-midi avec eux, à les documenter, à s'approcher doucement évidemment, parce que tout ça prend du temps. Là, on en parle rapidement, mais chaque image que vous voyez, c'est énormément de temps, comme on en parlait au début. Et puis, une fois qu'on a passé l'après-midi avec eux, on décide de partir. Et donc les bébés phoques, normalement, selon la banquise qu'on a, ils vont naître dans des poches d'air sous la glace. C'est-à-dire que la banquise va bouger, ça va créer des crêtes de compression comme ça qui vont monter, et en dessous, il va y avoir des poches d'air. Et donc, dans ces poches d'air, les mamans phoques vont mettre bas, généralement. Donc, ils sont un peu plus protégés. Alors, ça va pas empêcher les ours d'aller taper sur la glace, d'aller creuser, d'aller chercher les bébés phoques dans ces poches d'air, les tanières de phoques. Mais là, en l'occurrence, ce bébé phoque est né en plein milieu sur la glace parce qu'il n'y avait pas ces poches d'air. Donc, les phoques ont des trous sur la glace où ils viennent respirer et se reposer et éventuellement mettre bas. Vous imaginez qu'un bébé phoque comme ça qui est sur la banquise, exposé à tous les prédateurs, il n'a pas une grande chance de survie. Et puis on s'en va, on rentre, on va se reposer. Mais quand on revient, on cherche. On avait mis un point GPS sur la banquise, donc on savait où retourner à peu près. On s'arrête, on cherche, on s'arrête, parce qu'évidemment on ne veut pas effrayer les animaux, donc l'approche est longue. Et puis au moment où on arrive un peu plus près, on tombe sur ça. Ce qui devait arriver arriva. Le bébé phoque avait été pris dans la nuit. Alors au début, on pensait aux goélands, qui sont quand même assez gros, c'est des gros prédateurs, ils vont manger les autres bébés des oiseaux, les œufs. Et là, on voit bien que le bébé phoque, en fait, il est pas si gros à côté du goéland, puis surtout qu'ils s'y mettent à plusieurs pour manger. Puis même quand ils attaquent, ils peuvent faire ça à plusieurs, donc la maman aurait pas beaucoup de chance. Et donc en voyant ça, on se dit bon, on va essayer de filmer. On commence à s'approcher doucement. Et rien à faire, les goélands sont assez fuyants, contrairement à ceux qu'on a en Bretagne. Donc on décide d'utiliser la technologie autocapture du boîtier, qui va déclencher automatiquement lorsqu'il y a des mouvements et autres, qu'on va voir après. Donc on met les caméras sur les trépieds, et puis on s'en va à 3-4 km en arrière, on se pose derrière les motoneiges, et avec les jumelles on regarde, on attend. Mais rien à faire. Les goélands ont toujours peur des caméras, parce qu'en fait c'est quand même assez gros, et ils appréhendent un peu l'appareil. Alors au bout d'une heure, on se dit bon quand même, ils s'habituent pas, on va soit arrêter de les déranger, soit faire autrement. Donc on y retourne, on enlève les trépieds pardon, on pose les caméras à même le sol, on les couvre d'une bâche blanche, on construit des murs de neige devant, donc les caméras sont cachées, il y a juste une fente pour l'objectif, et toujours avec l'autocapture. Et là, on s'en va pendant 4, 5, peut-être même 6 heures. Le temps passe. On s'en va loin, à 30 km, pour vraiment pas interagir avec l'écosystème du fjord. Et quand on revient, non seulement les cartes mémoire clignotent rouges remplies à ras-bord sur les 2 boîtiers, parce qu'on a mis 2 boîtiers côte à côte, ce qui permet du coup, avec des valeurs de plan différentes, on le verra après, d'avoir des prises différentes. Et on revient et on voit ça. Une queue de renard polaire sur la privilégiation du boîtier. Et là, avant même de regarder les images, mon ami et moi, on se prend dans les bras, en silence, on saute sur place de joie et on crie en interne. C'était incroyable. Et donc, contre toute attente, on se rend compte que le renard polaire est venu manger le bébé phoque. En plus de ça, la lumière est devenue absolument magique en arrière-plan. Et surtout, on se rend compte qu'en fait, le renard, c'est lui qui a tué le bébé phoque. Et ça, on le voit par les traces qu'il y a autour du trou de phoque et la maman phoque, du coup, qui s'était battue avec le renard. On pouvait comprendre un peu l'historique.
Donc avant de vous montrer le résultat final en vidéo, on va essayer de faire une petite démo de la technologie autocapture. Oh, ça marche. Eh oui, c'est vous. Alors, du coup, pour trouver l'autocapture, vous allez dans les menus, que ça soit en photo ou en vidéo, et c'est tout en bas, ici, on le voit, prise de vue automatique. Ça, vous allez pouvoir régler des presets, des paramètres prédéfinis, pardon, en français. Et sinon, donc vous activez, voilà, pour régler tous les paramètres. Alors, je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est assez complet, en fait. On va pouvoir paramétrer vraiment tout. On va pouvoir paramétrer, comme on voit ici, le mouvement, la détection, la distance. On va pouvoir paramétrer la vitesse, donc on va pouvoir mettre un mouvement qui est lent, un mouvement qui est rapide, et aussi la taille. J'étais sur la taille, pardon. Donc avec les molettes avant et arrière, on va pouvoir faire basculer la vitesse et la taille. Et donc plus on va vers le chiffre qui est grand, plus c'est rapide et plus c'est grand en taille. Bon, alors nous, dans notre cas présent, sur la banquise, vous imaginez qu'on a tout laissé, quoi, tous les paramètres, au plus lent, le plus petit, parce qu'on voulait que ça détecte vraiment tout. Et on va pouvoir aussi, alors si vous allez en bas dans le coin ici, vous pouvez choisir la direction du mouvement. Donc on peut enlever les directions. Et donc là, si on fait ça, par exemple, il détectera que par un mouvement qui vient de la gauche. Donc dans l'autre cas, c'est pareil. Ici, on a vraiment tout laissé. Puis ensuite, on peut choisir les sujets, comme avec l'autofocus. On voit en bas ici, donc la taille du sujet aussi dans l'écran, sur le capteur. Et on peut choisir la distance. Alors, je n'ai pas dû l'activer. Et surtout le temps. En fait, si on veut que ça déclenche automatiquement dès qu'il y a une détection de mouvement, ou si on veut qu'il y ait un délai. Puis aussi, si on veut que ça déclenche pendant 30 secondes, puis ensuite ça s'arrête à nouveau pendant 30 secondes. On peut choisir la zone sur l'écran aussi où on veut que ça déclenche. Donc on peut enlever des zones de l'écran pour pas que ça capte sur les bords, par exemple. Et puis on va pouvoir choisir la distance, la profondeur de champ. Donc en fait, c'est un peu un système en 5D, quoi. On peut vraiment tout paramétrer. Ah, il s'est mis en veille. Faut tout recommencer. Alors, je vous propose, c'est qu'on essaye. On va voir si ça marche comme ça. Voilà, donc là, on a mis un mouvement de gauche à droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander s'il y a quelqu'un qui veut bien se lever, peut-être au premier rang, et peut-être on peut commencer par la droite, comme ça vous allez venir de la droite vers la gauche, et on va voir que ça va pas déclencher. Et ensuite, la personne fera un aller dans l'autre sens, et on verra le déclenchement. Hop. Donc voilà, ensuite, quand c'est en stand-by, on a ce carré jaune autour de l'écran. Donc, est-ce que monsieur, vous voulez bien faire l'essai? Donc là, vous pouvez venir. Voilà, donc tout va bien, pas de déclenchement. Et là, on va voir si j'ai bien réussi. Et voilà, c'est magique, j'ai rien fait. Bon, c'est un peu un boîtier de feignant au final. Et là, donc, comme on n'avait pas mis j'ai pas fait attention à la durée qu'on a mis, voilà, ça va déclencher pendant longtemps. Et ensuite, ça s'arrête après le temps qu'on a défini. Oui, alors Roland me dit de préciser que donc le jaune, c'est bien le stand-by, hein, comme on le disait avant. Et ensuite, le rouge autour de l'écran, vous avez compris, c'est comme en vidéo quand ça enregistre. Et donc, ce système existe aussi en vidéo. On va repasser à nos renards. Et donc, voilà, je vous présente des vidéos très rares, qui ont rarement été vues, rarement été filmées, d'un renard polaire qui vient manger sur un bébé phoque. Tout ça réalisé grâce à la technologie sans précédent de Nikon. Et ça nous permet d'avoir un piège photo au final qui est en 8K. C'est des images incroyables. En 12 bits de RAW, donc c'est des formats cinéma. Et c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu faire il y a quelques années.
Alors l'inconvénient pour nous, évidemment, en tant que caméraman animalier, c'est qu'on peut pas choisir les angles, hein, donc on est un peu limité. Vous allez voir qu'à un moment donné, bah voilà, il est coupé, d'où l'intérêt d'avoir des champs plus larges pour pouvoir faire des montages, pour pouvoir attraper quand il sort du champ. Et puis parfois, bah, il est de dos et on peut rien faire, mais c'est comme ça, c'est déjà unique. Et alors ce qui était très étonnant, c'est que malgré que nous, on n'était pas là, les caméras étaient très bien cachées, le renard sait qu'il y a quelque chose. Je sais pas si c'est le bruit du boîtier, parce qu'il y a un petit bruit, et alors là-bas, il faut s'imaginer que c'est silence, comme vous avez jamais entendu. C'est un bruit étouffant. Et là, on va voir qu'il va se retourner, et il va jeter un œil aux caméras. Alors c'est pas trop dérangeant dans le sens où bon bah il continue sa vie. Et donc on voit bien ici qu'avoir ces deux caméras côte à côte pour nous c'était vital pour pouvoir capturer la même scène avec non des angles différents mais des valeurs de champ différentes. Évidemment, la technologie de l'autocapture, là, ici, elle est couplée à l'autofocus. Comme on voyait au départ, sur le premier plan, où le renard rentre dans le champ, c'est flou, et l'autofocus, automatiquement, pardon, va rattraper la mise au point tout doucement. Et le lendemain, on a revu ce renard. Il avait fini le phoque. On ne trouvait plus le bébé phoque. Il était obèse, le renard. Vraiment gros. Comme un ours qui aurait trop mangé. Parce qu'on voit souvent les ours, quand ils ont bien mangé, on les voit bien gros. Bah là, c'était pareil. Alors, dans ces grandes étendues blanches, peut-être qu'un jour on arrivera à documenter un renard polaire en train d'attraper sa proie, et ça grâce à la technologie Nikon. Peut-être qu'ensuite je pourrai revenir ici pour vous présenter la suite de l'histoire. Merci. Merci pour cette présentation. Du coup, c'était Merci. très beau. J'avais 2 questions. La première, dans vos images, on voit que vous êtes pas forcément à l'affût, donc les animaux voient, justement le matériel, la présence humaine. Quel est l'impact, du coup, éventuel sur la faune? Et la deuxième question, pour avoir fréquenté, du coup, ces régions, vous, en tant que professionnel, est-ce que vous avez pu voir des changements climatiques ou en tout cas des conséquences du changement climatique sur la banquise ou autre? Oui, alors merci. Non, du coup, on fait pas d'affût dans ces régions-là, parce qu'on est sur des grandes étendues, on est beaucoup en déplacement, et surtout parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Les animaux sont très curieux. Qu'on soit à l'affût ou pas, en fait, les ours, ils nous trouveraient, ils viendraient. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on passe énormément de temps, on commence très loin. Je suis pas rentré trop dans les détails, mais quand on commence à travailler avec un animal, comme ils sont tous différents, on va passer du temps avec chaque animal pour voir comment ils réagissent déjà à notre présence au sol de très loin. Et ça, on va vite voir, en fait, avec le temps qu'on passe, on connaît les caractères, les comportements, on va voir dès qu'on les dérange, et dans 95% du temps, ils sont juste curieux. Et si un ours était fuyant ou était un peu timide, en fait, on peut le voir à 3-4 kilomètres aux jumelles, et donc on va le laisser tomber parce qu'en fait, ça nous intéresse pas du tout d'avoir des comportements qui sont pas naturels. Deuxièmement, pour les changements que j'ai pu voir, oui, c'est indéniable, hein, il y a des changements, il y a des hivers qui sont plus doux, avec des saisons, des périodes de pluie en plein hiver, des routes sur la banquise qu'on utilisait et qu'on peut plus utiliser parce que d'une année à l'autre c'est pas stable. Ça, c'est indéniable. Par contre, ce qui est plutôt positif, même si c'est négatif que tout fond, c'est que pour l'instant, notamment les ours, les rennes dont on parlait, les morses, sont soit stables, soit en repopulation. Donc les ours sont stables au Svalbard, dans donc l'archipel où on travaille. Les rennes et les morses sont en repopulation énorme depuis qu'on a arrêté de les chasser et que tous les animaux ont été quasiment protégés. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est que quand on protège la nature, on voit qu'elle a une résilience, une capacité d'adaptation et de réparer nos erreurs. Voilà. Qui d'autre se lance sur les questions? Oui. Déjà, bravo pour ces images sublimes à tout point de vue. Merci. Petite question, vous avez montré que vous avez travaillé pour différents reportages et films. Mais donc, techniquement, vous êtes employé par une structure, vous êtes en auto-entrepreneur. Ça fonctionne comment?
Les deux en fait. Donc oui, auto-entrepreneur. J'ai aussi ma compagnie de production personnelle. Et après, en fait, pour les films, on peut être envoyé en ce qu'on appelle en assignment, je sais pas comment vous dites en français, en mission. On peut être missionné, commissionné par des productions qui vont nous envoyer chez BBC, Netflix. Et du coup, on va être missionné, on va partir pendant plusieurs semaines pour un client. Mais après, on fait aussi une grosse partie des années où on est sur la banquise pour nous-mêmes. Comme l'hiver dernier, on a passé l'hiver entier pour nous. Et après, on peut vendre aussi des images après, soit des magazines, soit des chaînes en vidéo. Eh ben, on te remercie tous. On peut l'applaudir une dernière fois. Merci.